C'est le troisième opus après la sécurité sanitaire et l'angle juridique. On abordera donc aujourd'hui l'angle managérial, ressources humaines et la communication interne. Alors, quel management après le post-Covid qui a bouleversé nos entreprises, qui a bouleversé nos organisations? Quelle posture du dirigeant? Quel rôle du manager? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour appréhender cette reprise d'activité dans les meilleures conditions? Quelles bonnes pratiques? Nous aurons les conseils précieux de nos trois invités qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui. Premièrement, quelqu'un que vous connaissez bien, Élodie Schmitt, donc la directrice d'agence d'FXM, qui accompagne les entreprises et conseille les dirigeants dans leurs activités de communication événementielle, en mettant du sens et de l'humain dans les transformations qu'ils abordent. On reçoit aussi Philippe Mignet, directeur des ressources humaines du groupe ONE, que beaucoup connaissent, hein, la société qui fait partie du groupe BPCE et AFM, qui a un positionnement bien particulier à l'heure où il y a le lancement de la banque digitale et qui est le leader du paiement européen et qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'apporter son témoignage puisqu'il s'occupe, lui, d'animer un siège qui regroupe plus de 1000 personnes. Troisième invité, nous accueillons Hervé Van Rijn, qui est le fondateur du cabinet RH Performance, qui est un des principaux cabinets RH du territoire et sûrement l'un des plus innovants au national. Les spécificités de ce cabinet, elles sont très intéressantes puisqu'on accentue beaucoup sur le modèle de management et sur des offres qui sont très en lien avec les engagements RSE notamment. Voilà, le cabinet RH Performance qui accompagne lui aussi les transformations des entreprises du point de vue humain, ressources humaines et qui a de multiples activités en recrutement et formation. Voilà, merci à nos trois invités d'avoir pris le temps de venir parmi nous ce jour. Je rappelle que cet atelier en ligne est enregistré pour pouvoir conserver ces conseils précieux et produire des replays par la suite. Je demande, comme d'habitude, à chacun d'entre vous de bien vouloir mettre son micro en mute pour le confort de tous. Et je vous souhaite un bon atelier puisque je passe la main de l'animation à Élodie. Merci Maxime. Alors, je suis ravie de vous retrouver après cette période qui a bouleversé effectivement nos repères et a parfois modifié les comportements, les attentes de nos collaborateurs. Alors, outre l'aspect économique, nous avons, en tant que dirigeants, en tant que managers, à nous attacher à préserver ce lien social qui est essentiel dans nos structures. Et pour répondre justement à l'objectif de réengager, de comment réengager nos équipes, je remercie également d'ores et déjà Hervé et Philippe de nous aider à répondre à cette question. Alors, dans un premier temps, on va vous proposer un état des lieux, un petit peu des situations de l'état d'esprit de vos collaborateurs dans nos structures. Alors, je vais interroger tout d'abord Hervé et Philippe. Et en parallèle, Maxime vous propose un atelier ou en tout cas un questionnaire Klaxoon en lien digital ici pour que vous puissiez également vous-même répondre à la situation dans vos entreprises, ce qui nous permettra de rebondir. Donc pour commencer, Philippe, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'état d'esprit des collaborateurs ONE aujourd'hui? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir avoir ce moment d'échange avec vous. Alors aujourd'hui, l'état d'esprit des collaborateurs de ONE, il se situe à deux niveaux. Aujourd'hui, ils sont rassurés. Premièrement, rassurés puisque on a réussi à prendre des mesures sanitaires très rapidement par rapport aux décisions gouvernementales qui avaient été énoncées. Aujourd'hui, on sort d'un déconfinement avec un retour dans l'entreprise de manière progressive.
Donc, pour recréer ce qui est très cher à nos yeux au niveau de notre politique RH et humaine, c'est de recréer du lien dans l'entreprise. Donc ça, mais ils sont aussi très dans du questionnement, puisque comme vous le savez aujourd'hui, certaines modalités bougent un peu, il y a des incertitudes qui sont encore à lever, on a aujourd'hui des conditions sanitaires qui sont un peu différentes fonction du contexte, et aussi sont questionnants une fois qu'on a passé le levier humain sanitaire sur notre business, puisque Oné n'échappe pas aujourd'hui à des questionnements sur son business model, à des questionnements sur son activité, mais on sent tout le monde concentré, tout le monde engagé, et ça c'est une réelle réussite et c'est une réelle joie de croiser ça, parce qu'aujourd'hui chaque personne sait qu'il a une valeur ajoutée pour que nous puissions passer le mieux possible cette crise, dont nous ne connaissons pas la date de fin et la profondeur et l'ampleur. Merci Philippe. Un positionnement en 2 niveaux. Oui, très bien. Et alors du côté de chez RH Performance, où là nous le rappelons, vous êtes une trentaine de collaborateurs. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de tes équipes, Hervé? Gérer l'état d'esprit, il y a eu, comme beaucoup d'entreprises, il y a eu quelques ascenseurs émotionnels entre le début, l'annonce du confinement, cette phase d'incertitude qui a duré 2 mois, qui était à la fois, je veux dire, anxiogène, mais très sécurisante parce qu'on était tous payés par l'État, en tout cas en très grande partie grâce au chômage partiel, avec une activité très basse. Nous, on a profité de cette période-là de se dire le monde d'après va forcément changer nos offres. Nous, on fait beaucoup de recrutement, 2 tiers de recrutement. Forcément, je ne vais pas vous annoncer quelque chose qui va vous surprendre, mais l'activité recrutement risque d'être extrêmement basse en 2020 et peut-être en 2021. Donc, on s'est dit, soit on attend la reprise et je pense qu'on va consommer tout le PGE, on a une grosse dette et on n'aura pas fait grand-chose. Donc, on a pris la décision de se transformer. Et donc, on a lancé 2 groupes de codev qui ont permis d'identifier énormément de projets. Et aujourd'hui, l'état d'esprit, il est comment pour répondre à ta question? Il est très positif, ils ont le couteau entre les dents, mais en même temps, on l'avait un tout petit peu oublié, mais on l'a très vite détecté, le plus complexe dans la transformation, c'est l'humain. Donc aujourd'hui, on est en train d'accompagner nos équipes parce que comme on est en train de se transformer et très vite, à la fois, il y a énormément d'enthousiasme chez certains et de l'inquiétude forcément parce que le monde extérieur est incertain et comme on change les données en interne aussi. Donc voilà, il y a un sujet humain qui est terriblement intéressant. Merci Hervé. Donc effectivement, on répond un petit peu à la deuxième question en même temps, mais elles sont intimement liées, qui sont ces changements de comportement entre nos collaborateurs. Donc tu le disais, un état d'esprit positif et en même temps une envie, dans le changement de comportement, une vraie envie de s'engager pour l'avenir et pour la reprise. Oui, en fait, c'est comme toujours, on a autant de différences que de personnes. Mais ce qu'on voit, c'est que certains ne se posent pas de questions et ont tout de suite adopté les changements, se sont appropriés les nouvelles offres, tentent des choses, libèrent, gérer quelque part leur sens de l'entrepreneuriat. Et puis d'autres, ceux qui sont peut-être un peu plus anxieux de nature, un peu plus prudents, n'osent pas trop. Donc voilà, on les accompagne, on leur fait des trainings, on les aide à avancer. Et puis surtout, on avait parlé, on leur donne énormément d'informations, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup sur l'entreprise, sa santé financière, comment elle se porte, c'est quoi les perspectives. C'est-à-dire qu'il y a énormément de transparence pour qu'ils sachent où on va. Même si les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, on a eu un mois d'avril, un mois de mai qui était mauvais, le mois de juin se présente quand même beaucoup mieux. Je pense que d'avoir l'information, c'est quand même la première des choses à faire vis-à-vis des équipes. Donc je dirais, le baromètre est positif, même si on se rend compte que cette fin de confinement, on a beaucoup de proximité avec les équipes, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a envie de gagner et il y a aussi de la fatigue. On en a discuté en début de semaine avec quelques collaborateurs qui disent « voilà, j'ai envie, mais je suis fatigué parce que quand on est en croissance, donner de l'énergie, c'est agréable parce qu'on voit sur un retour sur investissement très rapide. Quand on est en décroissance ou en train de se bagarrer, chaque petite victoire, elle fait du bien, mais que d'énergie, je ne veux pas dire pour pas grand-chose, que d'énergie pour des petites victoires. Bien sûr. On les savoure beaucoup plus qu'avant. Complètement. Alors effectivement, on reviendra tout à l'heure également sur toutes ces actions que vous avez mis en place, que l'on a mis en place et que l'on va pouvoir partager en toute simplicité, en toute humilité, mais pour pouvoir se partager les bonnes pratiques ensemble et pouvoir se nourrir les uns les autres. Philippe,
à l'heure où on a certains collaborateurs qui restent en télétravail et d'autres qui reprennent le chemin du travail, comment est-ce que chez Onet, par exemple, vous arrivez à garder le lien avec l'entité entreprise et avec les collaborateurs, sans peut-être rentrer dans le détail de toutes les actions sur lesquelles on reviendra, mais déjà dans une globalité? Oui, comme le disait Hervé, je pense que le lien, de toute façon, il passe essentiellement par la communication. Nous, on s'est amusé, on a fait un rétex la semaine dernière, on a fait plus de 90 communications, alors sur des formats différents, des tutos, de la vidéo, de la note envoyée sur les boîtes mail. Mais je pense qu'aujourd'hui, le collaborateur réclame une chose dans l'entreprise, c'est de la visibilité, de la transparence. Comme disait Hervé, chez Onet, on est dans ce principe-là où on essaie d'être réaliste par rapport à la crise que l'on vit. On essaie d'être rassurant lorsqu'on le doit être. On a besoin de toutes les énergies et aussi, pareil, chez Onet, on a de l'enthousiasme, on a des personnes hyper engagées. Mais à un moment donné, on est aussi pragmatique. On sait qu'aujourd'hui, on arrive à tenir un trend par rapport à notre business et notre budget. Pour autant, on est vigilant, on essaie d'être dans l'anticipation. Hervé l'évoquait, c'est un peu le cas aujourd'hui chez Onet. On est en train de réfléchir à nos nouvelles organisations du travail. On sait qu'on va avoir un rapport au lieu entreprise, comme tu le disais, Elodie, qui va changer. Aujourd'hui, on a mixé du retour sur site et du télétravail. On s'aperçoit qu'on a des choses qui fonctionnent très bien en petits groupes. Comment on fait pour créer ce qu'on appelle chez nous aussi des ateliers de coworking, de co-développement, de co-création. Et ça, ce sont vraiment, on est à l'ébauche de ça et on veut emmener le plus grand nombre dans ces réflexions-là. Parce que les collaborateurs nous disent qu'il y a un avant, il y a un après. Donc forcément, on les écoute, on les entend. Maintenant, c'est quel schéma on va donner, ce que j'appelle au lieu de l'entreprise, qui ne sera pas un lieu où on viendra simplement sur son poste de travail pour fournir une prestation. C'est comment je garde ce lien-là, comment aujourd'hui la communauté des collaborateurs qui composent Onet ont le plaisir d'être ensemble et de travailler ensemble. Donc ça, c'est une vraie interrogation sur laquelle on a commencé à réfléchir. Et c'est un vrai travail qu'on veut co-construire avec nos collaborateurs en intégralité. D'accord. Donc effectivement, fort de ces enjeux, et vous en avez déjà parlé, Hervé et Philippe, on va repositionner un petit peu justement le rôle que nous avons tous en tant que dirigeants, en tant que managers, parce que selon la taille des entreprises, l'un fait souvent le travail de l'autre. Et donc, on va s'attacher à poser un petit peu les postures que l'on se doit d'avoir auprès de nos collaborateurs. Vous l'avez dit tous les deux, la première posture, le premier rôle que l'on a et qui semble essentiel, c'est la communication. Une communication, pour rassurer, il faut informer. Effectivement, informer dans l'objectif de réengager nos équipes. Et vous l'avez dit, avec transparence. Ça semble essentiel de communiquer sans filtre, ou en tout cas avec le moins de filtres possible, parce que selon la culture d'entreprise, on ne communique pas tout non plus. Mais en tout cas, de fixer le cadre et le filtre des informations que l'on va donner. Donc, avec transparence et avec réalisme sur la situation de l'entreprise et sur les enjeux de demain. Qui certes ont évolué face à l'avant-Covid. On avait certainement tous présenté un projet, une stratégie à l'année. Il faut aussi être résilient sur cette situation en tant que dirigeant et puis présenter avec bienveillance l'ensemble de ces nouveaux objectifs aux équipes en les engageant. Alors effectivement, je parle de bienveillance. C'est aussi l'un des rôles une des postures en tout cas que l'on doit avoir, c'est peut-être en tant que dirigeant et que manager d'avoir conscience que nos collaborateurs ont également passé cette période de manière différente. Certains l'ont bien vécu, d'autres ont vécu ce confinement un peu plus difficilement. Il faut accepter, il faut accueillir cette évolution psychologique des collaborateurs pour les engager autrement. Au-delà de la communication, une autre mission est importante, ça va être de réengager par le sens. Alors là, c'est le cœur de notre métier aussi chez FXM, mais je pense que c'est aussi, ça fait partie des cultures d'entreprise. Mais le Covid a révélé l'importance de certaines professions. On a beaucoup parlé du secteur médical, des infirmiers, des médecins, des policiers, des enseignants ou des personnes qui travaillent au service du nettoyage des villes. Et tous ces métiers, dans tous ces métiers, on a révélé
l'importance d'être fier du sens qu'on donne à notre métier et donc de la fierté d'appartenance à ces métiers qui ont été vraiment révélés pendant cette période de confinement. Et on a tous cette responsabilité en tant que dirigeant, en tant que manager, de donner du sens à notre métier en révélant l'âme de nos entreprises, ce qui va permettre en tout cas d'engager nos collaborateurs qui se sont posés des questions pendant ce confinement. Est-ce que je fais le bon job? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que le travail que je fais au quotidien a un sens? Et donc, il semble intéressant à ce moment-là, même si c'était dans la culture d'entreprise déjà intégré, mais peut-être de revenir sur le sens de notre métier pour réengager, non pas sur la mission, mais vraiment sur l'aura et les perspectives qu'on se donne en termes de sens à notre métier. Et réengager par le sens, c'est aussi préserver le lien social. Alors on en parlera, c'est un peu le fil conducteur de cette rencontre aujourd'hui, le lien social. Mais le sens, c'est aussi créer du lien ensemble pour bien grandir ensemble. Et le grandir ensemble, c'est grandir en tant qu'individu, en tant que collaborateur. J'ai besoin, moi, de m'épanouir dans mon travail. Et le grandir ensemble, c'est aussi faire grandir l'entreprise. Et on verra tout à l'heure aussi tous les leviers que l'on a pour faire grandir l'entreprise et être intrapreneur de la reprise. Donc effectivement, un rôle essentiel qui est la communication, un rôle essentiel qui est de réengager par le sens, et puis un autre rôle qui va être d'accompagner l'efficience opérationnelle. Cette efficience, Hervé, tu en parlais tout à l'heure, c'est la remise en énergie de l'ensemble des équipes en révélant de nouvelles opportunités. On en parlera également, mais cette situation, elle nous demande de nous ajuster, d'ajuster nos objectifs, de peut-être sortir du chemin qui était tracé sur l'année 2020 pour prendre une autre route. Alors effectivement, elle va demander peut-être plus d'efforts pour des résultats qui ne sont pas ceux qui étaient écrits sur la roadmap annuelle, mais ô combien cette implication des collaborateurs, elle va être essentielle pour que l'on puisse faire de nos collaborateurs des acteurs de la reprise. Et ils ont une chance absolument incroyable qui est aussi de montrer réellement aussi un nouvel engagement, de nouvelles compétences, de nouveaux talents au service justement d'une nouvelle page à écrire tous ensemble et pas juste en descendant la direction, les collaborateurs. C'est aussi un lâcher-prise de la direction de se dire on va y arriver tous ensemble et on est tous acteurs de cette reprise. Voilà, Philippe, voilà, vous Élodie, je me permets de rebondir sur ça. Je pense que, alors comme dans n'importe quelle entreprise, on a écrit nos plans à 3 ans, à 5 ans, peu importe la temporalité. C'est aujourd'hui, nous, notre rôle de dirigeant, c'est comment, au-delà du sens que tu évoquais tout à l'heure, nous sommes dans une possibilité d'être disruptifs. Je pense que nos modèles vont devoir s'ajuster. On parlait tout à l'heure d'ajustement, moi je parle d'agilité. C'est dans quelle mesure cette crise-là, qui est quelque chose qu'on n'a jamais vécu de cette profondeur-là, devient un avantage concurrentiel pour réinventer nos modèles et, je le dis de manière assez concrète, réinventer des choses beaucoup plus pragmatiques et d'accélérer nos transformations. Et en cela, je pense que ça va être un vecteur hyper important pour redonner de l'énergie à nos collaborateurs, de se projeter avec des modèles un peu différents, un peu disruptifs, que notre société n'a pas encore mis en œuvre, mais qui vont devoir être proposés, à la fois pour des clients, pour des collaborateurs, pour des entreprises. Et en ça, je pense que ça peut être un point d'émergence hyper concret. Tout à fait. Hervé, tu souhaitais compléter ? Oui, je suis bien évidemment d'accord avec Philippe et je voulais revenir sur ce que tu as présenté auparavant. C'est qu'on parle bien évidemment de s'occuper des collaborateurs, d'être bienveillant, les accompagner. N'oublions pas les chefs d'entreprise parce que j'ai envie de dire les héros des périodes de confinement, ça a été les aides-soignants, ça a été les chauffeurs, ça a été les caissières, etc. Tous ces postes qu'on a imaginé à un moment ou à un autre faire disparaître, heureusement qu'ils étaient là. C'est eux qui ont soutenu l'économie. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais je m'en excuse. Les héros
des semaines qui ont démarré et qui vont suivre, dans ces héros, il y aura notamment les dirigeants, les chefs d'entreprise qui maintenant doivent relancer l'économie. Donc, il ne faut pas les oublier. Et moi, chez RH Performance, j'ai été très touché, très ému de voir à chacune des réunions mes équipes me dire « Et toi, comment tu vas ?» Et ça touche autre chose, c'est que je dois avouer que c'est difficile pour un dirigeant d'accepter de dire je vais mal. Donc, on ne le dit pas, on va le dire avec d'autres personnes, mais le dirigeant, il doit être aussi, je pense, aidé par ses équipes ou par d'autres parce que les semaines qui viennent ne vont pas être faciles. Exactement, effectivement, c'est un prisme que l'on n'évoquait pas sur la présentation, mais qui est essentiel, effectivement, sur l'accompagnement dirigeant et le retour de nos collaborateurs, s'ils sont bien accompagnés, qui vont avoir cette bienveillance partagée envers le dirigeant et d'être engagés encore plus, non pas seulement au service de l'entreprise, mais au service d'une équipe dans sa globalité en intégrant la direction pour tous faire corps ensemble. Alors, pour avancer dans le concret justement des solutions qui peuvent être mises en place dans les différentes entreprises, qu'elles soient TPE ou entreprises un petit peu plus conséquentes, ça peut être intéressant ensemble de regarder quelles solutions, quelles actions ont été mises en place, en sachant que bien évidemment elles ne sont pas exhaustives, mais que ça donne à voir et à partager les solutions qui ont pu être d'ores et déjà instaurées dans nos entreprises. Alors Hervé, par exemple, peux-tu partager les solutions, les actions qui ont été mises en place chez RH Performance? Alors, des actions de communication, bien évidemment, depuis le début, et on continue à créer un certain nombre de rituels. On a demandé à nos équipes, bien évidemment, en respectant toutes les consignes de sécurité, de revenir le plus possible au bureau parce qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher, parce qu'on n'a plus le droit, mais en tout cas de se voir, d'échanger, etc. Parce que ce qui nous donne de l'énergie, ça reste quand même les rencontres. Donc, on le fait avec beaucoup de sérieux, mais beaucoup de plaisir. Et enfin, ce qu'on a fait, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, donc j'ai un peu devancé ton programme et je m'en excuse. Il n'y a aucun problème. Très vite, fin avril, on s'est dit il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un pivot. Parce que si on reste dans notre modèle qui nous a permis de extrêmement bien réussir depuis plusieurs années, si on reste dans ce modèle-là, on va être extrêmement fragilisé. Donc, on a fait quelque chose qu'on aime beaucoup faire chez nous. On a travaillé sur 2 exercices de co-développement. On a identifié une quinzaine de projets qu'on a tous lancés. Et en maintenant 8 semaines, on a créé une offre de management de transition, on a créé un programme de solidarité et de fidélité, on a créé un programme d'apporteurs d'affaires qui cartonne, on a digitalisé nos offres, je vous en avais partagé. Nous, on a un modèle, quand on est formateur, c'est un formateur, une salle de 8-10 personnes. Aujourd'hui, j'en anime certaines sur l'art du pitch. Je me retrouve à faire ça sur le web, où nos formations, qui étaient des modèles classiques, aujourd'hui, on continue à en faire. On a développé des live training. La semaine prochaine, j'anime un live training. On a déjà une centaine d'inscrits et c'est payant. Donc, on fait des nouveaux modèles et on en a d'autres. Donc, on est devenu une sorte de laboratoire qui fait, comme je le disais, chez les collaborateurs, chez certains, ça crée effectivement beaucoup d'enthousiasme. Chez d'autres, ça peut créer une certaine incertitude. On est convaincu que l'innovation sera sans aucun doute un excellent moyen à la fois de se réinventer, de se transformer et aussi de nous sauver et de passer cette période compliquée. Merci Hervé. Et Philippe, de ton côté, effectivement, chez Onet, alors on parlait de la prolongation du télétravail, alors que d'autres retournent sur site. Tu disais tout à l'heure que vous aviez de votre côté partagé, vous aviez encore des collaborateurs en télétravail, d'autres sur site. Comment ça se passe chez vous? Ouais, nous, on a pris, donc, vous doutez bien que lorsqu'on a eu l'annonce du confinement le 16 mars, en moins de 48 heures, on a mis 100% de nos collaborateurs en télétravail massif. Donc, ça a été une vraie prouesse et l'engagement des équipes ont été top parce que tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est mis en mouvement pour ajuster, s'adapter dans son mode d'organisation du travail, avec à la fois des choses flexibles, parce qu'on sait très bien qu'il y avait un télétravail un peu dégradé, puisqu'il y avait des gardes d'enfants et autres. Donc, je ne soulignerai jamais assez l'engagement et la flexibilité de nos collaborateurs qui ont permis ça d'une manière assez concrète. Et nous, on a pris le choix assez rapidement d'anticiper les décisions gouvernementales à chaque fois en proposant des pistes de réflexion.
Et dès le 11 mai, on a réouvert donc, nos bâtiments, notamment celui de Croix à Osea, où on est monté progressivement sur des modalités sanitaires. On a accueilli 10% de nos collaborateurs. On s'est essayé à des nouvelles pratiques. On a essayé le port du masque, on a ouvert la cantine. Enfin, on a toujours voulu tester des choses de manière très concrète pour faciliter l'accueil de nos collaborateurs. Et le 2 juin, on a fait une deuxième phase où là, on est monté à 25% de nos collaborateurs sur présence sur site, ce qui voulait dire encore 75% au télétravail. Et d'avoir ce format un peu hybride nous a permis de mesurer. Tout à l'heure, on parlait d'efficience. Nous, on parle d'un sujet chez Onet d'excellence opérationnelle. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas à rougir parce que nous, dans notre métier, on a des taux de prise d'appel et taux de transformation qui ont été hyper satisfaisants et hyper positifs. Donc ça, c'est une vraie réussite sur ça. Et donc là, on entame une phase 3 très concrète où on est en train de faire revenir 3 jours sur site nos collaborateurs et 2 jours de télétravail sur la période de l'été pour venir questionner et ajuster ce dont on parlait tout à l'heure, quelle va être demain l'exigence du lieu entreprise. Pourquoi l'entreprise? Pourquoi on fait revenir les gens? Et je rejoins absolument Hervé sur cette dimension où les gens ont besoin de se voir. Nous, on est une boîte bancaire avec une notion de relationnel hyper engagé, limite affective. Donc, et aujourd'hui, les collaborateurs ont un plaisir et ont envie de se revoir sur cette dimension-là. Et on a commencé à retravailler nos offres par rapport à des dimensions, parce que je pense que notre enjeu en tant que cadre de région, c'est d'être responsable et de pouvoir proposer des nouvelles choses. Et nos collaborateurs répondent de manière hyper positive. Donc, nous, notre action est de réfléchir et de mettre de manière très concrète l'alternance entre un retour sur site et du télétravail pour rendre flexibles les modes d'organisation. On est sur cette logique-là à date. D'accord, merci pour ce partage d'expérience. Je vais également vous présenter rapidement les quelques solutions, les quelques actions qui ont été mises en place chez FXM pour garder le lien et ce lien relationnel entre nos équipes, puisque je partage tous les deux vos avis. Ça a été avec François-Xavier notre prérequis également, notre priorité, qui était de garder le lien avec nos collaborateurs, alors que l'ensemble de nos équipes, de notre côté, ont été mises en situation de chômage partiel dès fin mars. Et donc, on a mis des actions très simples, très pragmatiques également en place. La première catégorie d'actions, ce sont tout simplement des rencontres. Alors, des rencontres individuelles que j'ai pu faire, alors on est 8, c'est plus facile, mais individuelles que j'ai pu faire avec chacun des collaborateurs pour porter attention à chacun d'eux. Non pas seulement en collectif, mais voilà, d'avoir un échange individuel avec chacun d'eux pour savoir comment ils vivaient la situation et quelles étaient leurs attentes et leurs souhaits pour l'après. Et aussi des rencontres collectives, alors là, qui ont été mises en place tout de suite dès le confinement annoncé. La première étant un rendez-vous hebdomadaire qui est cette réunion de team que l'on peut faire chaque semaine lorsque l'on est en présentiel, mais de la maintenir alors que nous n'avions plus forcément d'activité, mais qui permettait, quoi qu'il arrive, de garder le lien, d'échanger sur le quotidien de chacun. Donc voilà, un rendez-vous hebdomadaire d'équipe, et puis ensuite des temps pour se retrouver de manière conviviale, un peu en temps off, que ce soit en distanciel ou ensuite, une fois le déconfinement annoncé, en présentiel, mais avec des temps d'afterwork, de déjeuner, de team building, quiz connecté que l'on a fait avec des partenaires et qui nous ont permis, quoi qu'il en soit, de garder le contact et de rester connectés. Au-delà de ces rencontres, on a également travaillé sur des ateliers collaboratifs. Alors, les ateliers collaboratifs, il y en a plusieurs. Le premier, ce sont des ateliers de partage d'expérience qui peuvent se faire d'ailleurs qu'on a fait aussi lors de la rencontre collective. Mais l'idée, c'était de faire le bilan commun de ce qui s'est bien passé et de ce qui a été plus difficile pendant le confinement pour que l'on puisse, nous, François-Xavier et moi-même, adapter et nous réadapter aussi, réadapter le retour des équipes en fonction des attentes, des volontés et puis de nos enjeux surtout. Donc l'idée étant, tu le disais Hervé aussi, mais surtout en tant que dirigeant d'être le pilier et entre guillemets d'avoir la ligne de conduite pour l'après
et bien là, il nous fallait aussi nous savoir quelles étaient les attentes de nos collaborateurs et quels étaient nos enjeux pour réussir à proposer des alternatives cohérentes par rapport à la reprise. Mais ces ateliers étaient donc collaboratifs et donc partagés par tous. Et puis, d'autres ateliers qui sont des ateliers d'engagement pour la reprise. Là, on revient complètement à ce que vous avez fait chez RH Performance, qui sont des ateliers de co-construction, alors de co-développement, tu parlais, et l'objectif, là, c'est de faire entreprise ensemble autour de sujets de reprise, autour de sujets d'avenir pour retravailler sur de nouvelles solutions agiles pour réinventer un peu notre métier. Nous, en tout cas, dans notre cas, clairement, le présentiel et l'événementiel en présentiel ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, il a fallu aussi travailler sur de nouvelles solutions. Et malgré le fait que nos équipes soient en chômage partiel, nous avons réussi à réengager tout le monde parce que ça fait partie de leur engagement, de leur ADN et du quotidien que l'on a avec eux, mais d'avoir des personnes qui étaient ravies de revenir et d'être ressollicitées pour préparer le retour de l'activité. Donc voilà sur les différentes actions. Alors on voit que ça se recoupe, on revient sur de la communication, on revient sur des ateliers, beaucoup des ateliers collaboratifs, de l'engagement de nos collaborateurs. J'ai l'impression dans les quelques échanges que l'on a pu là avoir ensemble et par rapport aux commentaires que l'on peut voir également en parallèle du chat que en grande majorité, même si encore une fois il faut analyser chaque structure au cas par cas, mais nous avons quand même beaucoup des collaborateurs engagés et il est de notre responsabilité de les accompagner pour faire en sorte que cet engagement se fasse en toute assurance individuelle et au service de l'entité entreprise. Et je rebondirai sur quelque chose que vous avez partagé. Alors, je l'ai pas trop précisé pour René, mais je pense qu'on a dû créer, et c'est ce qu'on a fait pendant ces périodes de confinement, au-delà des moments formels où on se questionnait sur comment on réinvente le modèle, je pense qu'on a réussi à créer des conditions de rendez-vous informels. On a fait des coffees 2.0 pour… Tout à l'heure, Hervé parlait de la question, c'est comment tu vas? Moi, j'aime bien parler du prendre soin. On a essayé de la manière assez pratique d'essayer de prendre soin individuellement et collectivement des gens. Ça, c'est hyper important. Et moi, je note aussi des choses les apéros virtuels ont super bien fonctionné. Alors, au démarrage, ça a été en dehors des entreprises, mais nous, on s'en est servi parce que je pense que lorsqu'on pouvait déjeuner ensemble dans un cadre classique d'entreprise, des déjeuners ou des apéros virtuels, pour dépasser le cadre formel qui est l'entreprise, parce que vous savez très bien comme moi que l'informel compte autant que le formel d'entreprise, on a dû recréer un peu ces instants-là pour aller au-delà de la question de comment tu vis ton job, comment tu vis toi la période. Et ça, je pense que c'était important d'avoir ces moments d'échange, de prise de température et du prendre soin qui, moi, me tient très, très à cœur, cette dimension-là. Complètement. Je partage effectivement totalement ton regard. Cette reprise de l'activité, elle est certes complexe pour toutes les organisations et on va évoquer quelques points de vigilance sur lesquels on peut se poser et qui peuvent se poser selon le contexte des organisations. Philippe, lors de notre préparation, tu avais évoqué, et on en a déjà parlé, l'environnement de travail, c'est du lien social, le lieu du rapport à l'autre. À ton avis, est-ce que l'on doit craindre une perte de lien social liée au travail à distance? On a beaucoup parlé du télétravail. On sent qu'il y a une volonté de revenir dans les entreprises. Mais comment maintenir cet équilibre entre présentiel, distanciel et lien au travail? Oui, effectivement. Le rapport, la question du travail est une question hyper centrale aujourd'hui. Avant, on ne se posait pas la question. L'exercice du travail se faisait dans l'entreprise de manière assez générale, où il y avait un phénomène de collaboration. Là, on s'est aperçu que le télétravail nous amène à répondre à deux options. Comment on le pérennise et pourquoi on le pérennise. Donc, le pourquoi, ça peut être sur une dimension de travailler un peu plus en profondeur sur des dossiers, c'est travailler de manière un peu différente par rapport à une relation
équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, c'est des choses qui viennent se questionner. Et de l'autre côté du miroir, on a le questionnement de dire on a besoin d'avoir un collectif fort. Moi, je dis qu'une entreprise, ce n'est pas forcément un nom sur un bâtiment ou une enseigne, mais c'est une entreprise, ce sont l'addition de tous ses collaborateurs qui la composent. Et ce collectif-là est hyper important. Donc la question, c'est pourquoi on fait revenir les gens en entreprise et à quoi ça sert? Si c'est pour faire revenir les gens en entreprise et faire du télétravail en les remettant chacun à leur poste sans avoir une communication, concrètement, pas d'intérêt. Nous, on se repose la question de se dire comment on réinvente nos espaces de travail. Chez Onet, on a la chance d'avoir des grands espaces, des plateaux. Comment on redimensionne cela pour garantir ce que vous avez appelé tout à l'heure de co-développement, la co-création, parce que je pense qu'on va devoir réfléchir à nos modes d'organisation en alternance entre du travail individuel et du travail nécessaire collectif. Et ça, c'est ce lien-là, c'est au-delà de venir dans un lieu qui s'appelle l'entreprise, c'est en quoi le lieu du travail m'apporte un épanouissement différent que je n'avais pas au préalable avant le confinement. Donc ça, c'est des questions qu'on est en train d'adresser. On est en train de faire des enquêtes, nous, chez nous, au niveau donné, pour aller sonder un peu nos collaborateurs pour vivre ce dont ils ont besoin demain et leurs envies. Et on aura un travail de co-construction sur toute la fin d'année, de septembre à décembre, pour réfléchir et organiser ensemble ce qu'on veut faire du lieu de l'entreprise demain. Merci Philippe. Autre question qui est également un autre point de vigilance que je te pose, Hervé. Comment peut-on gérer au mieux les frustrations liées à la reprise du travail partiel dans une entreprise où certains collaborateurs vont repartir sur site pour travailler et d'autres rester en chômage partiel le temps que la reprise se fasse plus complète? Nous, dès le début de cette crise, qu'on pourrait plutôt appeler une catastrophe, on a effectivement annoncé que pour préserver nos emplois, on devait préserver l'entreprise et que les choix seront toujours pour préserver le collectif. Donc ça, je l'ai répété et je le répète encore. Tout le monde le sait que la répétition fait la notion. Donc, j'ai répété régulièrement. Ça veut dire quoi? C'est que oui, on a eu les premières personnes qui ont été au chômage à 100%. C'est effectivement nos chargés de recherche, qu'on appelle chez nous des chefs de projet recrutement, puisque l'activité recrutement s'est effondrée en avril et en mai. La tendance à repartir tout doucement. Les premières personnes, notamment, on a eu le cas de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi c'était elle et pourquoi c'était pas d'autres personnes. C'est pas moi qui m'en suis occupé parce que je pense que ça aurait pu m'agacer, je crois. Mais c'est sa manager qui lui a expliqué qu'à un moment ou à l'autre, ce n'était pas contre elle, mais c'était pour l'entreprise. Donc, il a fallu répéter régulièrement que c'était pour le collectif. Donc, oui, il y a des frustrations. Oui, on est dans un monde incertain. Oui, on ne sait pas où on va. Oui, on ne peut pas donner des réponses à tout. Mais je voulais revenir sur quelque chose. Vous avez parlé de bienveillance. C'était à l'APM, il y avait une excellente experte qui disait, avec son accent canadien, elle avait dit, est-ce que vous connaissez la grande sœur, la bienveillance? Alors forcément, nous, on ne savait pas, et elle nous avait dit l'exigence. Et je pense qu'il faut toujours avoir le même niveau de bienveillance et d'exigence. À certains moments, on va peut-être mettre plus de bienveillance parce que les équipes en ont besoin, mais il faut aussi derrière, et en tout cas à côté, mettre du cadre, rappeler les règles. Et moi, je sais que, j'avoue, je me suis permis, j'ai dit aux équipes, on va vivre des turbulences, on va tous être secoués, moi aussi. Et je me suis permis au moment de mettre du pain sur la table quand je trouvais que ce n'était pas suffisamment bien. Et la réaction des équipes, c'était ouais, c'est important qu'il y ait aussi des gens qui donnent du cadre, qui portent une exigence forte. Donc voilà, donc j'ai un peu digressé sur le sujet. Mais j'ai envie de dire, oui, il y a des frustrations. Ben, c'est des choses, c'est comme ça. On va tous vivre des frustrations. On est tous dans ce contexte effectivement très particulier. Et ben, la frustration, ben, à un moment ou à l'autre, ben, il faut la digérer, il faut la vivre. Et ça ira mieux demain si on s'est tous alignés vers un projet d'entreprise, si on sait abandonner peut-être des vieux réflexes. Et je pense que ça ira mieux. Merci, merci Hervé. Alors, on a évoqué quelques points de vigilance qui sont apparus, qui vont apparaître, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements positifs qui sont générés par cette situation, si on veut avoir un prisme positif sur la situation. Philippe, est-ce que tu peux relever et nous partager peut-être les enseignements positifs? Alors, tu en as déjà partagé en amont, mais peut-être les majeurs qui pour toi, ont fait quand même, ou en tout cas ont émergé de cette situation et qui vous ont permis de découvrir
des aspects positifs qui sont sortis de cette situation? Ouais, j'en note un qui est, alors qu'on connaissait déjà encore à 200%, qui est la solidarité au sein des collaborateurs de Honnet. La solidarité sur deux angles. On a, nous, contribué à des financements via une fondation d'un partenaire pour l'achat de tablettes pour permettre à des personnes n'ayant pas de digital de rester connectées dans cette période de confinement-là. On a été aussi solidaires parce qu'on a eu la chance, nous, d'avoir des masques un peu en stock et on s'est dit il faut qu'on fasse partager ça au collectif et à la société. Donc, on a reversé plus de 70 000 masques envers des hôpitaux de la région haute parce qu'on se voulait être un acteur social responsable pendant cette phase de crise et pas s'auto-centrer sur nous. Donc l'aspect solidarité a été vraiment un énorme révélateur qu'on avait déjà chez Honnet mais qui s'est rendu pratico-pratique. Et ensuite, alors paradoxalement, je pense qu'on a été hyper proches les uns des autres, à la différence où on n'avait plus le lieu de l'entreprise pour se réunir, mais on a inventé tous les modèles possibles pour garder le contact. Et le point positif, c'est l'éloignement physique n'empêche pas la proximité et les échanges. Et donc, on a usé de toutes les possibilités technologiques, téléphoniques et autres pour créer le lieu d'échange et créer le lieu de proximité. Donc ça, c'était hyper important. Et le troisième élément positif, c'est notre capacité à être agile. Nous, aujourd'hui, on est dans une relation avec des partenaires qu'on doit accompagner, qu'on doit servir. Et on a été au rendez-vous du plan de reprise et nos collaborateurs ont mis ce que j'appelle le bleu de chauffe. Et ils ont été hyper innovants. Le lien avec les magasins qui étaient fermés pour faciliter les choses ont été hyper concrets. Et la proximité par rapport à nos clients qui ont connu des périodes un peu difficiles, ce qu'on appelle chez nous des clients fragiles, on leur a apporté des éléments de réponse. Donc, la bienveillance est liée à la fois à l'exigence, certes, comme le dit Hervé, mais on a été aussi hyper innovant dans le mode de la relation. Et ça, c'est vraiment trois axes majeurs sur lesquels je profite de ce webinaire-là pour saluer vraiment les collaborateurs de Honnet qui ont joué le jeu, mais à 200%. Et je suis fier de ça, vraiment. Merci. Donc, effectivement, on relève agilité beaucoup et solidarité de tes équipes. Et de ton côté, Hervé, du coup, quels sont les enseignements? Alors, tu as beaucoup parlé tout à l'heure justement que cette situation était un accélérateur de la transformation. Il y a certainement d'autres enseignements, mais je te laisse nous les partager. Avec grand plaisir. Comme Philippe, nous, on est le seul cabinet aujourd'hui en France à être certifié Bicorp. Bicorp devient aujourd'hui un label international référent. On n'est pas peu fiers de ça. Et dans notre programme qu'on avait imaginé il y a 5 ans, je me vois encore en début d'année devant mes équipes avec la photo de Martin Luther King, de parler de I have a dream, we have a dream. C'était un peu secoué, mais on a gardé le cap à long terme. Et dedans, il y avait effectivement, sous le chapeau de Bicorp, d'accélérer énormément de solidarité. Ça s'est fait. Nous, depuis le mois d'avril, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à Emmaüs. Et puis, dans le programme de fidélité et de solidarité, on redistribue 5% de notre chiffre d'affaires à nos clients pour qu'ils puissent soit l'utiliser en bon d'achat, soit le redonner à des associations. Et on le fait sur toutes nos prestations. On laisse la possibilité à nos clients de pouvoir redistribuer avec nous auprès d'associations. Ça ne sera pas la SPTT de Tourcoing, hein. Ça sera évidemment des associations qui en ont besoin. Donc voilà, ça a développé énormément d'actions dans ce sens-là. Les équipes sont à fond, encore plus de vélos, encore plus de cela, mais ça, c'est notre ADN. Et bien évidemment, nous, on voit cette année 2020 comme étant effectivement une occasion d'accélérer notre transformation sur des sujets qu'on avait prévu de faire en fin d'année ou l'année prochaine. On le fait maintenant. Et puis, on développe, on innove, on transforme. Donc, c'est le côté effectivement très enthousiasmant parce que oui, ça crée de l'incertitude. Oui, ça bouge les lignes. Oui, ça peut déranger. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on se dérange parce que le contexte, je veux dire, moi, me fait penser vraiment à ce sujet, c'est que cette histoire de Covid, en fait, elle teste la résilience de nos organisations. C'est le bateau qui est secoué de partout. Et là, on est dans le feu de l'action. C'est des décisions minutes. On n'a pas le temps de réfléchir 3-4 semaines avant de prendre les bonnes décisions. Donc, surtout dans les TPE, PME. Voilà, on est confronté à ça. Voilà, je pense que le leadership, il est mis à l'épreuve de la crise. On en retirera du positif, bien évidemment. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un contexte où il faut se réinventer parce qu'on n'a pas le choix. Et souvent, les plus belles inventions, elles se font quand on est face au mur.
quand on n'a plus le choix. On avait parlé, je sais, ensemble du management libéré. Les entreprises libérées, souvent les entreprises qui se sont libérées, libérantes, responsables, peu importe le terme, elles l'ont fait quand elles étaient au pied du mur. On est tous un peu au pied du mur. C'est sans doute l'occasion de se poser de bonnes questions et d'accélérer la transformation pour ceux qui pensent qu'elle est utile. Je trouve que c'est une parfaite conclusion. Conclusion de ce temps d'échange, hein, avant d'ouvrir surtout et encore plus sur de l'échange avec chacun des participants à cette rencontre. Je rajouterai juste 3 mots qui traduisent vraiment 3 éléments fondamentaux de la remobilisation du collectif, qui regroupe l'ensemble des éléments qu'on a partagés depuis 45 minutes ensemble. Qu'est-ce qui est essentiel pour remobiliser nos collaborateurs? C'est être ensemble. On a beaucoup parlé d'humain. C'est faire ensemble. C'est se réengager pour la reprise. Et c'est aller loin ensemble, pour grandir ensemble, à la fois en tant qu'individu, en tant que personne, individu dans une entreprise, et aller loin ensemble pour la pérennité et l'avenir économique de nos structures. Merci, merci à vous. Je te laisse la main, Maxime, peut-être pour échanger notamment sur les quelques remarques que l'on a pu avoir via le klaxoon, via le chat, et pour que l'on puisse y répondre ensemble. Oui. Oui, effectivement, Élodie, on a quelques retours intéressants à vous partager. Nicolas est en train de partager les éléments reçus. Je remercie les intervenants. La première chose, c'est qu'on a posé la première question. Nicolas, tu peux nous… Voilà. En un mot, comment appréhendez-vous la reprise? On retrouve cette incertitude, mais mêlée avec une dose d'envie, hein, et puis un besoin peut-être de se ressouder avec de la solidarité, l'équipe, le collectif. Voilà, on retrouve aussi le fait de se réinventer, hein, d'avoir un renouveau, de se transformer. On a ça, et puis ce qui peut nous encourager, c'est qu'on voit que malgré le stress que ça peut procurer, il y a une forme de détermination, hein, qui apparaît aussi. C'est bien que nos membres et nos entreprises gardent le cap, effectivement, dans cette période de tempête. On l'a bien vu avec nos invités respectifs que cette incertitude, elle est particulièrement difficile à gérer. Nos métiers de l'événementiel et du tourisme d'affaires, vous le savez tous, sont très fortement impactés, hein, et puis subissent cette injonction assez violente de la transformation. Transformez-vous ou ne perdurez pas. C'est quelquefois un peu difficile pour un certain nombre d'activités qui se déroulaient très bien jusqu'à présent, hein. Je pense bien sûr aux traiteurs, aux lieux réceptifs qui se réinventent, etc., mais aussi aux agences, hein, qui doivent inventer des nouveaux modèles. C'est notamment votre job avec FXM, hein, mais la filière est quelque part aussi dans cette tempête. Et effectivement, le rôle du dirigeant, on l'a bien rappelé, c'est de donner le cap et puis garder en tête cette exigence, mais en même temps d'explorer des nouveaux terrains d'innovation et de fédérer son équipe dans ce projet. Finalement, quand on entend les intervenants, il faut recréer de l'adhésion quelque part, si j'ai bien compris, hein. Et ça, c'est effectivement bien plus difficile en période agitée qu'en période de calme. Ensuite. Tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'arrive pas à les voir, Maxime. Peut-être, si tu les vois, peut-être nous les poser pour qu'on puisse éventuellement répondre avec Hervé et Philippe à des interrogations qui pourraient être posées. Alors, on a quelques retours encore à partager sur le klaxoon. Voilà. D'accord.
Alors effectivement, l'on voit impliquer les collaborateurs dans les choix de réorientation, de réorganisation de l'entreprise. On l'a évoqué, cette inclusion du collaborateur dans la reprise économique de l'entreprise et non pas juste dans le faire, mais dans aussi s'engager aux prises de décision. Tenir au courant, faire des points réguliers. Bon, voilà, ce sont des sujets que l'on a évoqués qui semblent essentiels. Le mot, effectivement, d'ordre numéro 1, Hervé et Philippe l'ont partagé également, c'est la communication. Une communication la plus transparente possible. J'ai une question qui me vient, mais pas par le chat, Oui. par un SMS. Bon, pas, ça convient aussi. Que peut-on répondre à un salarié qui émet des doutes sur le fait de revenir dans son lieu de travail, qui préfère rester en télétravail en expliquant que ses fonctions peuvent être réalisées à distance, alors que sa présence est plutôt requise pour la vie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut… On a eu pas mal effectivement de conseils du gouvernement ou des autorités publiques d'essayer d'ancrer ce télétravail dans la durée, mais il y a aussi des besoins opérationnels qui peuvent exister. Effectivement, quel discours on peut porter pour convaincre de la nécessité du présentiel? Ma question s'adresse bien sûr aux trois invités. C'est un sujet que tu as un petit peu abordé tout à l'heure, Philippe, hein, notamment sur le pourquoi de revenir au travail. Est-ce que tu souhaites à cette interrogation? Comment faire face aux récalcitrants finalement? Oui, j'entends ça. Ça a été des fois aussi des questions qu'on a eues, nous, au sein de Honnêt. La première réponse que je pourrais faire à ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une entreprise, c'est pas forcément qu'un bâtiment avec un nom d'enseigne dessus, c'est le collectif qui le compose. Et j'ai moi une conviction profonde que je vous partage. On ne fait entreprise, on ne fait que communauté ensemble. Donc j'entends l'idée et je perçois qu'il y a des modes de travail qui peuvent s'organiser un peu plus individuellement. Pour autant, rien ne remplacera de l'idée de se réunir ensemble pour progresser ensemble et collaborer ensemble. Donc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut réinventer ce que j'appelle moi l'espace de ce que sera le lieu entreprise demain, parce que ça a été une des questions qui nous a été énoncée, c'est mais si je reviens pour faire la même chose que je faisais chez moi en télétravail, aucune valeur ajoutée. Là maintenant, à nous de dénoncer que ce travail-là est un travail complémentaire où la co-créativité, le brainstorming, l'échange, les ateliers de codev ont une puissance énorme en présentiel. Donc, moi, je n'oppose pas la reprise sur site au télétravail, c'est comment réussir à trouver la belle et la bonne complémentarité entre ce mode présentiel et distanciel. Ça, c'est tout notre enjeu demain, quelle que soit la taille de nos entreprises, parce que c'est un vrai sujet que moi je partage avec pas mal de boîtes de tailles différentes, des PME, des boîtes de 60 personnes ou des boîtes de 1000, un peu comme nous, c'est en quoi le lieu entreprise, jumelé avec du distanciel, apporte de la valeur ajoutée pour les deux parties, entreprise et collab, et aussi permet de retrouver cet équilibre-là. Donc, à nous de re-questionner ça. Et l'un n'est pas opposable à l'autre. Par contre, il y a des temps qui sont importants de vivre ensemble et il y a des temps où on peut travailler de manière un peu plus isolée. À nous de trouver la bonne conjugaison. Très bien, merci. J'ai également une question destinée à Hervé. Pendant le confinement, beaucoup étaient en télétravail, ont eu du temps libre, se sont découverts ou redécouverts un certain nombre d'activités extra-professionnelles, sont peut-être moins focus sur l'entreprise et donc moins en adhésion avec le projet et même peut-être en remise en cause avec toute cette tempête. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut manifester pour essayer de recentrer ces collaborateurs et les réemmener? Vous parliez de votre transformation, de vos innovations. En quelques mots, les discours, les leviers que vous activez par rapport à ce nouveau projet dans l'opportunité, finalement, comment vous les convainquez
s'embarquer avec vous dans cette direction? Je pense que déjà, les exercices de co-développement qu'on a fait ensemble, au-delà de trouver des pistes d'innovation, c'est aussi un moyen de fédérer les équipes autour des sujets, puisque les sujets, ce n'est pas Hervé Moren qui les a pondus, ce sont les équipes qui les ont imaginés, qui les ont pensés. Donc, les équipes sont embarquées dès le début. Après, on a eu le cas d'une personne qui, dans ce sujet de transformation, parce que qui dit transformation, dit aussi organisation qui bouge. Et on a notre organisation interne qui bouge un peu. On a quelqu'un qui a manifesté son souhait de dire moi, je me retrouve moins dans ce nouveau modèle parce qu'on va énormément partir vers le web marketing. Je ne me retrouve pas dans ce modèle. Je n'ai pas envie de changer de modèle. Et pour répondre à ta question, elle nous a dit très clairement, puis moi, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé passer beaucoup de temps chez moi. Ça s'est soldé par une discussion et ça s'est soldé par une rupture conventionnelle parce que la personne n'était plus dans le projet. Pour rejoindre, ça c'est des cas individuels, pour rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure Philippe, moi je pense que la force d'une entreprise, c'est la capacité du collectif à aller tous dans le même sens. Donc il y a le sens avant tout qui peut faire revenir les personnes, leur donnant envie de réadhérer au projet. Après, je comprends qu'un contexte comme celui qu'on a vécu peut donner d'autres envies. Moi, je reconnais que je travaillais énormément avant le Covid et que j'ai beaucoup apprécié de travailler différemment, un peu moins. Là, je suis à Saint-Lô-de-Provence. Je dois avouer que j'ai passé 2 jours à Paris, 1 jour à Saint-Lô-de-Provence, etc. Je suis ravi, mais on est obligé de se remettre dans un nouveau rythme, se remettre un peu sous stress, se remettre en action. Je suis à la fois content, mais je dois avouer que ce n'est pas évident. Parce que tous, en tant qu'humains, c'est aussi agréable d'être à côté de ses proches et de travailler autrement. Donc, je pense que ça touche tout le monde, ça ne touche pas que les collaborateurs, de se dire comment j'ai envie demain de travailler avec un nouvel équilibre. Et je pense que ça risque de faire bouger les lignes, de se dire, demain, parce que le télétravail est maintenant accepté, alors qu'avant, il y avait quelques entreprises qui l'avaient accepté, demain, on peut effectivement, à partir de jeudi soir, quitter son domicile, quitter le bureau, puis aller travailler au bord de la mer ou à la montagne, à distance. C'est une nouvelle manière de collaborer. Moi, je trouve ça chouette de pouvoir bouger les lignes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ma réponse. C'est bien, mais je me permets de compléter peut-être avec Philippe. On dit souvent, en tout cas on l'entend ces derniers temps, qu'une crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, elle est révélatrice peut-être de certaines choses qui existaient déjà, mais aussi finalement de choses qui se révèlent. Hein. Cette tempête-là, c'est aussi le moment de prendre, comme le disait Hervé, quelquefois des sanctions ou de faire des promotions ou de changer en pleine tempête des configurations. Ça vous paraît, j'allais dire, logique dans un contexte tel que celui-ci. On s'adapte aussi dans ces sujets-là. On peut se séparer de personnes, on peut en valoriser d'autres qui affrontent particulièrement bien la crise. Comment humainement on gère cet aspect? Je parle avant Philippe. On n'a pas fait de sanction, hein, Maxime. Une collaboratrice, on ne l'a pas sanctionnée, qui a énormément envie de partir. C'est pour ça que je me permettais de dire que j'étendais la réflexion. J'ai bien compris que c'était une rupture conventionnelle, donc avec la rencontre des deux volontés pour la collaboratrice qui avait sûrement d'autres projets, bien sûr. Oui. Pardon. Oui, pour moi, en fin de compte, nous, on a eu une volonté, c'est de ne pas arrêter l'entreprise. Donc, on a voulu garder une continuité d'activité, alors avec des hauts et des bas, hein, peu importe, mais au-delà de ça, c'est que c'est toujours très compliqué lorsque vous avez une entreprise à l'arrêt de la redémarrer, de remettre de l'énergie. Hervé, on en a parlé au tout début de notre échange et j'abonde sur ça. Maintenant, on a pris le choix qui était de dire on ne veut pas faire des changements organisationnels profonds pendant cette phase parce que ça serait mal compris et on ne voulait pas les faire par contrainte. Donc, nous, on avait déjà des choses dans notre plan où on avait des changements d'organisation. Donc, on a pris le parti très, très humblement et en communiquant largement en disant on ne fera pas de changement d'organisation pendant cette phase de confinement. Par contre, on venait éclairer très régulièrement. Nous, on a fait des instances qu'on appelle un COMEX élargi. Donc, ce sont
un rassemblement de notre ligne managériale d'à peu près 70-80 personnes. Tous les 15 jours, on les tenait au courant de nos grandes orientations par rapport à notre métier. Par contre, tout ce qui a eu attrait à l'individuel, on écoutait, parce que je pense que notre job et notre job de manager, de cadre dirigeant, comment la personne a vécu ce confinement-là et quelles sont demain ses envies. Moi, je dis toujours, je ne force jamais quelqu'un à rester dans l'entreprise. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de dire, est-ce qu'on arrive à trouver une adéquation permanente entre ce que l'entreprise peut te proposer en termes de trajectoire et toi en termes d'envie de co-construire avec nous. Après, j'entends, et on en aura sans doute certainement, au même titre que Hervé l'a connu chez RH Performance, des gens qui vont se questionner sur « mais mon job aujourd'hui ne fait peut-être plus sens ou moins sens qu'au préalable ». Donc, nous, on devra s'interroger sur ça. Si on a la possibilité de l'ajuster par rapport à nos enjeux économiques, on le fera, parce qu'il y a des choses où on veut être davantage flexible, oui. Après, il faut être clair, on a une réalité économique qui nous rejoint à un moment donné, et nous, notre enjeu, au même titre qu'une petite boîte, c'est de continuer à pérenniser l'entreprise. Donc, il faut qu'on réponde à ces deux schémas-là. Et je pense qu'à un moment donné, et tout à l'heure, on n'a pas parlé de mots. Moi, j'aime bien parler à un moment donné, on n'en a pas évoqué encore l'idée du mot effort. L'entreprise a fait des efforts pour assurer le bon déroulement de l'entreprise et le collaborateur aussi a fait des efforts en ajustant son mode de travail. Donc, la relation de l'effort aujourd'hui, elle est commune. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire comme effort demain pour continuer à vivre ensemble du mieux possible notre relation entre une entreprise et un collaborateur. Ça, c'est notre enjeu. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se révéler encore et encore. On a de belles réussites dans l'entreprise, de gens qui lèvent la main sur des volontés de mobilité, avant Covid et post-Covid. Donc ça, on va continuer à essayer de répondre à ça, c'est notre enjeu. Et des gens avec lesquels, s'il y a un questionnement sur ça fait plus sens pour moi de rester dans l'entreprise, quel que soit mon métier ou autre, on les écoutera et on verra dans quelle mesure on pourra les accompagner le mieux possible. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une écoute très attentive sur ce qu'ont vécu les collaborateurs et ce qu'ils ont envie de faire demain. Merci pour cette réponse. On en déduit que ce que ne change pas la crise, en tout cas, c'est que l'humain reste l'une des richesses primordiales pour l'entreprise et son projet. C'est flagrant dans vos trois interventions, en tout cas, d'aujourd'hui. Et je vous remercie. Je peux laisser la parole peut-être soit à Élodie pour conclure ou à Stéphane pour nous faire le petit mot de la fin. Stéphane ou Élodie? Oui, on peut laisser sans souci la parole à Stéphane. Moi, je veux juste terminer effectivement en remerciant l'ensemble des participants à ce temps d'échange. Je suis pour ma part toujours disponible par téléphone ou par mail si vous souhaitez qu'on en échange plus longuement ou plus précisément sur chacune des situations qui portent vos entreprises. Et puis, je voulais apporter un grand merci à Hervé et Philippe qui nous ont accordé de leur temps si précieux et de leur expertise aussi humble soit-elle le présenter. Mais un grand merci d'être venus nourrir un petit peu cet échange avec nous. Oui, merci. Effectivement, merci à Philippe, Hervé et puis Élodie. Je sais que vous avez pris du temps à consacrer et à préparer cet atelier. Et c'est vrai que le gros avantage aussi, c'est que finalement, ça s'adresse aussi bien aux entreprises ayant des collaborateurs, mais aussi les entreprises où les gens sont seuls, puisqu'on a aussi beaucoup au sein de Events, des entrepreneurs, des équipes où sont sceptiques. Mais même en tant que chef d'entreprise, ce que vous avez dit là est intéressant de se remettre en question, parce que Hervé, vous l'avez dit, à un moment, on se pose des questions nous aussi en tant que chef d'entreprise. De la manière dont on travaille et de la manière dont ça s'est passé les 2 mois. Et finalement, on s'est tous posé des questions. Donc, c'est vrai qu'on s'est auto-managé ou on s'est auto-géré, mais en tout cas, on a essayé de réfléchir et de mettre tous les points que vous avez évoqués en place pour pouvoir reprendre très vite notre prestation. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai que ça, c'est pour le coup, pour nos membres, été intéressant. Et puis, j'ai envie de dire que nous, on a essayé aussi au sein de Events d'amener aussi cette partie de solidarité, de communication par le biais de ces ateliers, mais aussi on a organisé
apéros avec les membres de Elements aussi pour qu'on puisse partager nos expériences. En tout cas, ça rejoint exactement ce qu'on a pu évoquer ce matin et c'est voilà. Donc, j'espère qu'on pourra continuer dans ce sens-là. En tout cas, on fera tout. Et aussi, nous aussi, on a pris le temps avec l'équipe de Maxime et ses collaborateurs de se réinventer, de réinventer aussi un peu Elements, de voir comment on peut travailler différemment. C'est une belle expérience aussi pour nous. Et en tout cas, je remercie aussi encore Maxime et ses équipes, Nicolas, Alexandre et Marie, qui au quotidien travaillent pour l'association et essaient de trouver des excellentes idées à chaque fois avec des bons partenariats et des bons intervenants. Voilà. En tout cas, merci encore. Et puis, nous, on se retrouve pour le dernier atelier la semaine prochaine, qui est dans la lignée, dans la suite de ce qu'on a vu ce matin, puisque ça va être la communication interne et externe, donc vous aviez dit, et les RP, qui sont aussi importants que le reste. Donc voilà, donc, merci à tous, une excellente fin de semaine, et puis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.